Bienvenue à une autre émission de Blabla.net, l'émission où on discute de construction de logiciels avec la technologie.net. Mon nom est Mario Cardinal, on est le 20 avril. Bonsoir Eric. Bonsoir Mario, ça va bien? Oui. Hey, j'ai entendu dire qu'il y avait une grande nouvelle là, dans ta vie, là. Oui, tout à fait. Depuis le 1er avril, je suis MVP, ce qui veut dire Most Valuable Professional. Donc, je pensais que c'était le meilleur player, moi. Oui, tout à fait. Donc, MVP dans le domaine de ce que Microsoft appelle en anglais Solution Architect ou en architecture. Puis, c'est une surprise. J'ai reçu ça, je pense, c'est le 24 ou 25 mars, un email de Microsoft qui me dit, écoute, on a considéré qu'on te sélectionnait et qu'on te donnait ce prix-là. Puis, il me disait dans l'email, ça va être annoncé le 1er avril, soyez discrets, même quand c'est confidentiel. Puis là, j'ai dit ça le 1er avril. Oh, ça, c'est un poisson d'avril. Puis, la réalité, c'était non, c'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment vrai. Mais sur le coup, je vous avoue que j'étais pas mal sceptique. Donc, en gros, si je me trompe pas, à cause que tu es MVP, Microsoft, ils vont faire quoi? Ils vont te payer, ils vont te donner des plaques, ils vont faire quoi, là? Pour commencer, c'est un prix que Microsoft donne. Donc, c'est une reconnaissance pour le travail que tu as fait dans la dernière année. Puis, théoriquement, tu n'as aucune obligation. C'est-à-dire, on te donne cette reconnaissance-là. À partir de là, tu peux soit continuer à t'impliquer dans la communauté, parce que c'est aussi un prix qui reconnaît aussi ton implication dans la communauté. Là, c'est pas un prix pour dire forcément on considère que tu es bon. Là, c'est plus on considère que tu es quelqu'un qui aide que les gens par exemple, à apprendre les meilleures pratiques de programmation. Donc, j'ai aucune obligation. Par contre, si je veux, Microsoft, là, ils me font signer une entente de confidentialité, puis là, on me donne accès à un paquet d'informations. Il y a une conférence annuelle des MVP de toute la planète qui se rendent à Seattle. Donc, forcément, tu peux continuer à t'impliquer, puis à aller. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. C'est-à-dire que tu vas chercher de l'information peut-être particulière, puis eux, en contrepartie, se servent de toi un peu comme public cible pour tester dans tel produit. Par exemple, Team System, on pense faire telle chose. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui correspondrait aux attentes de la clientèle, par exemple? C'est intéressant. En tout cas, j'espère en réentendre parler de tout ce que tu pourras discuter avec nous, tout au moins. Oui, en tout cas, dans la mesure où est-ce que ce sera des choses qui seront... en tout cas, je m'attends pas à avoir beaucoup de choses secrètes, donc j'ai l'impression que je vais pouvoir en partager beaucoup avec le monde, avec nos auditeurs. Si je ne me trompe pas, c'est le temps de présenter l'invité, là. Oui, donc notre invité ce soir, Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Salut. Ça va bien? Ah oui, vous allez bien, vous autres? Oui. Hey, en passant, je veux te féliciter pour ton MVP. Merci bien. Écoute, Jean-René, on débute toujours l'émission en lisant la biographie de notre invité, donc je vais aller de l'avant. Jean-René, tu développes des systèmes informatiques pour les petites et grandes entreprises depuis 1987, donc ça fait 18 ans que tu Oui, c'est à peu près ça. Puis depuis 1991, tu as ta propre firme de consultation, qui s'appelle Technologie Soft Design. Mm-hmm. Donc, 15 ans, 14 ans? À peu près. À ton propre compte. Oui. Il faut avoir la fibre entrepreneuriale. Ah oui, il faut être entrepreneur, puis bien d'autres choses. Justement, avec Soft Design dans ta firme, tu as développé des systèmes pour Bell Canada, CGI, Archidata, Sun Telecom, Accentville, Kraft, en tout cas beaucoup de clients. Puis, essentiellement, tu as connu à peu près... tu as commencé dans les premières années, c'était probablement beaucoup plus de programmation Fox Pro, j'imagine, au début des années 91, puis depuis la fin des années 2000, le début des années 2000, beaucoup plus en .NET. Effectivement, c'est sûr que je viens d'un background Visual Fox Pro, mais c'est un langage qui s'apparente beaucoup à ce que .NET est. Faut pas oublier que Fox Pro, c'est un des premiers langages de base de données orienté-objet. Oui. À ce compte-là, c'était orienté-objet beaucoup d'années avant Visual Basic. Ben oui, parce que si on dit que le vrai orienté-objet pour Visual Basic, c'est VBNet, on parle d'orienté-objet pour Visual Fox Pro depuis 1997. Alors, ça fait comme pas mal plus longtemps. Là.
Tu es très actif dans la communauté. Hein. Ça fait au-dessus de 10 ans que, que tu te retrouves impliqué dans des comités, donc dans des groupes d'utilisateurs. On a fait à peu près 12 ans. Là, 12 ans. Donc, tu as été initiateur, je pense, du groupe d'utilisateurs Fox Pro, Visual Fox Pro. Ensuite, du groupe utilisateur SQL Server. Oui. Puis, depuis cette année, tu es beaucoup impliqué dans le groupe d'utilisateurs Visual Studio parce qu'il y a eu justement une fusion du groupe SQL Server et Fox Pro avec le groupe Visual Studio. Oui, c'est quasiment une des meilleures choses, à mon avis, qui est arrivée à Montréal pour les user groups, qu'on fusionne les 3 groupes parce qu'on offre plus de meetings à tout le monde pour moins coûteux, plus de contenu. On a une bonne dynamique. D'ailleurs, on fait ça ensemble, toi, moi, puis Eric, puis aussi Guy. Fait que c'est vraiment, ça montre que, tu sais, là, on a une communauté à Montréal. On a vraiment une communauté qui se tient, dans laquelle il y a une grosse masse de personnes. Là. Puis surtout, tu es connu comme étant l'initiateur et le fondateur de la fameuse conférence internationale qui a lieu à Montréal à tous les ans au mois de juin, DevTeach. Oui, effectivement. DevTeach, c'est... Comme je te dis, Jean-René, c'est une très belle conférence. Ben oui. Ouais. Ça fait la 3e année que toi puis Mario, vous allez présenter. Puis moi, je suis très fier de voir l'implication des conférenciers pour un projet comme celui-là. Parce que c'est pas un projet que j'ai fait tout seul. C'est un projet que j'ai dit à du monde connu comme vous autres, puis comme plein d'autres speakers connus. Nicolas Landry, les premières années. Nicolas Landry a aidé beaucoup au début. C'est lui qui m'a introduit à plein de speakers comme Ted Newert, comme Carl Franklin. Mais en même temps, moi, je connaissais déjà des speakers comme Marcus Hager, Kevin McNish, Rod Paddock. Alors, ça faisait comme une gang qui, de l'autre côté, se connaissait d'eux-mêmes. Moi, je les connaissais parce qu'ils étaient déjà venus parler à mes user groups. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ce projet-là, c'est une synergie des conférenciers qui se mettent ensemble pour faire un événement. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on passe beaucoup de temps dans l'émission sur DevTeach, mais ce qu'on pourrait dire sur DevTeach, c'est présentement, en Amérique du Nord, il y a un buzz sur la conférence à Montréal DevTeach. Tous les speakers en parlent entre eux autres, disant faut que tu viennes à Montréal. Premièrement, la ville est le fun. Au mois de juin, on ne se cachera pas que c'est un endroit plaisant pour être. Mais outre ça, les speakers entre eux autres ont du plaisir puis ils reconnaissent avec la qualité des conférenciers que tu as. C'est probablement une des conférences avec le meilleur contenu non Microsoft en guillemets, c'est-à-dire que c'est sûr que tu prends TechEd, puis là tu as toute l'armée Microsoft qui va faire des conférences. Mais souvent, c'est des conférences peut-être un peu plus à saveur marketing, donc moins de contenu. Mais si on prend des conférences là, de gens de l'industrie qui utilisent, c'est DevTeach qui est la référence à mon avis. Ben, c'est là. Si tu parles de DevTeach, on parle de 132 sessions avec 48 speakers. Il y en a moins que 5 qui sont de Microsoft. Puis ce monde-là, ils gagnent leur vie à apprendre, puis connaître, puis transmettre leur connaissance des technologies. Fait qu'ils n'ont rien à vendre d'autre que leur savoir-faire. Fait que d'une certaine façon, c'est juste une conférence. Ils viennent là pour le fun. Là, mais DevTeach, c'est une conférence autre que pour les speakers, comme vous dites, les conférenciers? Mais oui, absolument. C'est les participants, ce qui est le fun à DevTeach, si on peut en donner un petit mot, c'est que dans les salles ne sont pas plus grandes qu'à peu près 40, 45. C'est un peu comme un user group. Tu vas là, puis il y a bien plus de questions parce qu'il y a moins de monde. Puis en plus de ça, entre les sessions, tu accroches le speaker. Puis là, tu peux y parler. S'il y a moins de monde après eux, c'est plus le fun. C'est plus, Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est à Montréal, chez nous, une conférence de niveau international. Ouais. Donc, puis avec du contenu de haute qualité. Une des choses que je sais qu'on va mettre sur le site, tu as fait dernièrement, justement, sur DevTeach, présenter les arguments ou les 10 meilleures raisons pour convaincre son patron de pouvoir t'envoyer. De pouvoir t'envoyer. Ça m'arrive à l'occasion. Donc, mais tu as fait les 10 meilleures raisons pour convaincre. Mais oui, effectivement, j'ai fait les 10 meilleures raisons parce que j'ai déjà été permanent pour des entreprises. Puis le plus difficile, c'est de convaincre ton patron de t'envoyer à une conférence. Donc, on va mettre le lien sur le site pour que les gens qui seraient intéressés justement à avoir des arguments pour convaincre leur patron. Ah oui. Écoute, le sujet que tu vas aborder avec nous ce soir, c'est WSE. Qui veut dire mais c'est Web Service Extension. On parle de 2.0 ce soir.
C'est des ça, on parle pas de Web Service Enhancements? Web Service Enhancement. Ou traduit en français, on va dire les améliorations au service web. Ça, les acronymes, là, vous allez tout le temps m'avoir là-dessus, je vais vous le dire d'avance. Une fois que je sais à quoi ça sert WSE, je veux même pas savoir la définition. Je veux m'en servir, point final. En anglais, les gens disent WYSI, parce que c'est vraiment la façon que les gens le prennent. Donc, souvent, dans l'industrie, on va entendre parler de WYSI, mais ça veut dire WSE, qui veut dire Web Service Enhancement. Écoute, on va faire le pont musical, et on revient après ça avec l'entrevue à proprement parler. Bon, Jean-René, la programmation de services web sécurisés avec WSE. Ben, d'entrée de jeu, je pense, qu'est-ce que c'est WSE? Comment tu pourrais nous résumer ça rapidement là, pour quelqu'un qui est novice et qui ne connaît pas WSE? Ben, c'est bien que tu me demandes ça parce que je suis loin d'être un expert dans WSE. Mais la raison pourquoi que je voulais venir ici parler de WSE, c'est un peu pour montrer aussi à plein de monde qui ne connaissent pas ça, comment ils peuvent apprendre, puis comment les convaincre. Je vais essayer de les convaincre ce soir, là, leur montrer que c'est relativement facile à apprendre pour pouvoir embarquer là-dedans puis commencer à l'utiliser. C'est sûr que WSE, c'est très large, puis c'est encore en évolution. Là, on parle de version 2. Si on parle de WSE, on va nommer 6 blocs importants. Il y a une section sécurité, il y a une section reliable messaging, il y a une section transaction, il y a une section aussi messaging, il y a une section XML, puis une section metadata. Bon, on va mettre un graphique sur le site là, pour que le monde puisse comprendre un peu ce que je viens de mentionner, pour qu'il puisse s'orienter. Mais nous, ce soir, on va surtout parler de sécurité. Pourquoi? Parce que principalement, le premier attrait d'un développeur face à cette technologie-là, je vais l'appeler technologie, même si les fichiers texte XML, c'est pas ce qu'il y a de plus technologique, là. On va focuser sur sécurité parce que c'est l'attrait principal de quelqu'un qui commence avec ça. Parce que le framework de .NET, il y a la capacité, il y a des librairies pour être capable de faire des services web. Oui. Puis le WSE, c'est une librairie que tu viens rajouter par-dessus le framework. Donc, pourquoi Microsoft a créé cette librairie-là? Ce que tu nous dis, c'est principalement pour permettre de pouvoir sécuriser des services web? Oui. Ben, en fait, c'est pour sécuriser des services web, mais c'est beaucoup plus poussé que ça, parce que on sait que il y a comme un standard dans l'industrie pour essayer de encapsuler la façon qu'on va faire des web services. Je suis loin d'être un expert là-dedans. D'ailleurs, je sais que au niveau de l'historique, je ne pourrais pas te donner toute l'historique de comment que ça allait évoluer, là, d'où ça part, d'où ça va. D'ailleurs, c'est quelque chose. D'habitude, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais ça que Mario, tu nous donnes parce que tu es plus conscient un peu de l'évolution du domaine des web services avec RPC et puis qu'est-ce qui se faisait du côté d'IBM. Ça serait bon là, avant qu'on commence, que tu fasses juste une espèce d'image là, en historique à maintenant, rapidement un peu. Ça permettrait peut-être de comprendre pourquoi Microsoft a senti le besoin de faire quelque chose de séparé. Là. Oui, Mario, raconte-nous. Oui. Bon, attendez, comment je pourrais vous résumer ça vite? Il faut commencer, il faut revenir à la base, parce que les services web, ça repose sur un protocole qui s'appelle SOAP, S-O-A-P, qui veut dire Simple Object Access Protocol. Maintenant qu'on le sait, on peut l'oublier. Donc, mais SOAP, c'est quelque chose qui est apparu, écoute, on remonte à 1998. Écoute, à cette époque-là, c'est bizarre parce qu'il y a un gars qui s'appelle Dave Winner. Lui, en 97-98, il travaillait sur ce qu'à l'époque on appelait XML RPC. Puis ce Dave Winner-là, écoute, il a été un des personnes clés embryonnaires de ce qui est devenu SOAP. Puis SOAP, on sait maintenant, c'est tous les services web, donc quelque chose de majeur en informatique. Le même Dave Winner, il est aussi un de ceux qui ont été embryonnaires
pour définir le standard RSS pour la syndication de sites web qu'on utilise. Si vous avez un agrégateur et que vous allez chercher toutes vos nouvelles avec ça, ben dites-vous que Dave Winner, là, c'est la même personne. Donc ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, il est à Harvard puis il s'occupe d'une chaire là-bas pour promouvoir RSS. Mais Dave Winner, en 98, travaillait sur XML RPC. Donc, ce qu'il faut expliquer, commencer, c'est que pour la communication machine à machine, parce que les services web, à l'origine, on voyait ça pour être capable de communiquer machine à machine. Dans l'industrie, c'est pas quelque chose de nouveau là, qu'on fait communiquer deux machines entre eux autres. Là. Ça existe depuis le début de l'informatique. Oui, il appelait ça TCP/IP au début. Oui, on utilisait le protocole TCP/IP au début à la naissance d'Internet, là, donc début des années 80. Il y avait des protocoles applicatifs comme FTP, HTTP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait comme deux grandes façons de faire communiquer ou faire parler deux ordinateurs. L'approche, la première, c'était le Remote Procedure Call, RPC. C'est pour ça, XML RPC, c'est être capable de faire des appels remote à un ordinateur en utilisant XML comme façon de transférer l'information. C'était ça l'idée que Dave Winner avait derrière la tête. Puis lui, il s'est dit, il existe HTTP, donc il va faire un peu comme si je serais dans mon browser et que j'appelle une page web, mais à la place, c'est une machine qui ferait ça. Donc lui, il travaillait là-dessus dans les années 97-98. Puis l'autre façon de faire de la communication machine à machine, c'est la bonne approche par message. Puis donc, tous les fameux middleware pour faire du message, donc les queues serveurs, la référence la plus connue, c'était le IBM Q-Series. Donc, ces serveurs-là, essentiellement, c'est-à-dire, je veux faire parler une machine A, je vais envoyer un message, puis si l'autre machine va venir chercher. Donc, c'est le patron va tomber dans la queue de l'autre publish machine, and subscribe. Puis l'approche par message, c'est l'autre grande approche. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Fait que là, si je comprends bien, ce que tu essaies de nous expliquer, c'est qu'il y avait comme un moment donné, dans ces années-là, deux façons de voir les choses. Il y avait la façon message, la façon RPC. La façon RPC, c'est reconnu dans l'industrie. C'est reconnu dans l'industrie comme étant beaucoup moins fiable. Tu sais, message, c'est très fiable. Donc, les gros joueurs IBM, toute la communauté Java, eux autres, c'est comme nous autres, on est pour faire de la communication inter-machine, on va faire ça de façon fiable. Hein, tu sais, pour l'entreprise, musclé. Donc, on va aller avec des messages. Par contre, si tu es un programmeur et que tu veux juste tester des choses comme Dave Winner, tu dis, moi, je pourrais peut-être faire du RPC puis utiliser XML. Puis Microsoft, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, cette approche RPC-là, c'est intéressant parce que c'est simple. RPC, si je comprends bien, c'est Remote Procedure Call. Donc, un appel. Puis c'est un mapping de la méthode d'appel. Voici comment elle mappe. Tu attends la réponse. Donc, tu appelles sur un ordinateur, tu attends la réponse, tu reçois la réponse. C'est comme quand on va sur un site web, on attend la réponse. Au lieu d'être du HTML, dans ce cas-là, c'est du XML qu'on retournait. Exact. L'évolution de ce XML RPC-là, c'est devenu SOAP. Parce que, justement, dans les années 98, Donbox, qui à l'époque était le gourou Com, maintenant il est le gourou Indigo, le fameux Donbox, parce que c'est lui-même. Qui est la suite de Com, logique. Oui, la certaine suite. Façon. L'unification de toutes les technologies de communication inter-machine, c'est le projet Indigo maintenant chez Microsoft qu'on va utiliser dans quelques années. Entre-temps, là, on a quand même la technologie des services web. Excusez-moi. Donc, le fameux Donbox, dans les années 98, il connaissait Dave Winner, il a vu ça, puis il s'est dit, hey, c'est intéressant, ça me permettrait de faire du distributed com over HTTP. Donc, être capable. Donc là, lui, il s'est trouvé impliqué dans SOAP, dans SOAP. Microsoft a défini une norme, SOAP version 1, sauf qu'ils étaient tout seuls dans leur monde. Il y avait Developmentor, Userland, la compagnie où travaillait Dave Winner, mais c'était quelques petits joueurs. Puis ils voulaient réussir quand même à définir un standard. Donc, à un moment donné, ils ont commencé à approcher IBM, puis IBM a dit, nous autres, c'est l'approche message. Puis là, pour faire évoluer SOAP, pour vraiment supporter les messages, c'était beaucoup complexe. Donc, il y a eu une première entente entre IBM et Microsoft en disant, écoutez, nous, on pense que c'est important la communication inter-machine. C'est tellement important, on veut tellement favoriser ça qu'on va s'allier, même si on est des ennemis entre eux. Tu souviens-tu en quelle année que c'était? Ça, c'était au début de 2000. Donc, ce que je dis, c'est que en l'an 2000, IBM et Microsoft se sont associés pour faire la promotion des services web, donc avec le protocole SOAP 1.1. Sauf que SOAP 1.1, c'était loin d'être toute l'approche message, sécure, fiable qu'aurait voulu IBM.
Donc là, il fallait qu'il y ait des agglomérations pour créer des standards. Puis là, tout le monde s'est rendu compte, oups, ça va être long, avoir des standards, ça va prendre plusieurs années. Donc Microsoft, eux autres, qui étaient à l'époque en train de se préparer à lancer la plateforme .NET, ils se sont dit, dans notre plateforme .NET, nous, on ne s'arrêtera pas de faire des services web, donc on va offrir une approche simple pour faire du service web dans le framework qui va être basé sur les RPC, sur les Remote Procedure Call. OK, fait qu'ils ont décidé de faire Web Service Enhancement parce qu'ils voulaient que ça puisse évoluer en dehors de leur cédule de produire le framework. Tout à fait. Donc, dans le framework de .NET, Microsoft a arrivé avec une solution très élégante pour faire du XML RPC. Puis à côté, ils se sont dit, pour tout ce qui va être messaging, puis sécurité entre autres, vu que c'est encore en fluctuation, c'est pas standardisé, on n'intégrera pas ça tout de suite dans le framework, on va faire une librairie à part que tu peux aller chercher, puis on va pouvoir la faire évoluer. Tu parlais avec le SOAP version 2 avec le Service Pack 3, donc tu vois qu'à tous les 3 mois, 6 mois, en tout cas, il y a des évolutions de ça, parce que, encore aujourd'hui, en 2005, c'est pas encore fini de tout normaliser qu'est-ce que serait des services web avec des messages. Ouais. C'est tout ce qu'on appelle dans l'industrie là, les WS, Web Service-I pour Interoperability, donc tous les protocoles d'interopérabilité. Quand on parle d'interopérabilité, on parle d'interopérabilité pas seulement en 2 machines de Microsoft, mais en 2 machines, point. Ça peut être d'un bord du Java, de l'autre bord. Tout à fait. Quand tu commences à regarder ça d'un point de vue que c'est des messages que tu vas échanger, tu changes complètement la donne. Ils sont autonomes. Là. C'est des messages autonomes, puis là, tu peux vraiment commencer à réfléchir que les services web pourraient servir à faire de l'orchestration de processus d'affaires. Puis d'ailleurs, un produit que Microsoft font la promotion, c'est BizTalk. Ben, BizTalk, ça utilise en arrière tous ces protocoles-là. Puis, qui essayent de rendre ça simple pour le commun des mortels. C'est ça, en tout cas pour les analystes d'affaires. Donc, WSE, c'est cette évolution-là que Microsoft a mis en place. Aujourd'hui, ce que tu veux nous parler, c'est la partie plus de sécurité. Effectivement. Il y a tout un pan de mur à WSE qui est comment rendre muscler l'échange de messages, donc avec le routing, toutes ces choses-là. On n'en reparlera pas beaucoup, mais c'est aussi une des fonctionnalités que WSE nous fournit. C'est sûr que, je dirais, ce serait un peu stupide de commencer à programmer tout du messaging à la main avec .NET quand il y a un produit comme BizTalk qui fait tout ça, tu es capable vraiment de faire toutes tes cédules. Ouais. Donc, Mais si je comprends bien aussi ce que tu veux expliquer, là, quand tu parles de message autonome, on parle de quelque chose qui s'apparente beaucoup à, si on veut faire un parallèle pour tout le monde qui ne connaisse pas ça, à des emails, parce que là, ils veulent être capables de faire du attachment, ils veulent être capables de dire le routing, ça veut dire que l'adresse est là, tu vas passer peut-être de même pour y aller, tout etc. Puis d'où l'importance de sécuriser toute cette affaire-là. Oui, parce que le contenu pourrait être lu par n'importe qui pendant que ça se transporte. C'est ça, on voulait s'assurer que de point à point, donc du départ jusqu'à la fin, que le contenu soit vraiment sécurisé, parce que même si tu as des tiers parties qui pognent les messages en cours de route, il ne faut pas qu'ils aient le droit de commencer à regarder ce que tu lis, par exemple. Donc, d'où pourquoi toute la norme WS étoile inclut toute la partie sécurité. Puis vu qu'à l'époque, quand ils ont sorti le framework de .NET, la sécurité, ces web services, n'était pas encore standardisé. Donc, Microsoft ont mis ça dans WSE. Donc, aujourd'hui, si tu veux faire la sécurité, si tu veux sécuriser tes services web, tu ne peux pas le faire de facto avec le framework, avec les librairies de services web. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu installes WSE, puis là, tu es capable de le faire. Exact. Juste faire ça, sécuriser des services web, c'est un besoin que beaucoup de monde ont. Ça vaut la peine de le faire. Mais c'est ce qui m'a amené, moi, à apprendre WSE. Là, donc ça, c'était la petite histoire de SOAP et des web services. C'est une histoire très intéressante, Mario. Oui, puis... Mais je pense que c'est intéressant aussi pour les auditeurs, autant que pour moi, là, parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Donc, ceci étant dit, sur la question d'interopérabilité, parce que ça permet quand des services web peuvent parler au monde Java puis au monde .NET, nous, on veut focuser sur la sécurité, puis je pense que ta vision, c'est aussi de rendre ça simple, ou que les gens puissent comprendre que sécuriser des services web, c'est pas l'enfer, c'est assez simple. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près quelques années, Microsoft a comme expliqué, en fait, il y a 3 ou 4, je pense qu'il y a 4 ans, Microsoft disait XML, il faut que vous appreniez XML. Pour beaucoup de monde, autant pour moi que pour les autres, on avait d'autres choses à faire que s'asseoir et étudier des livres d'XML. Bien qu'on pouvait comprendre le concept, comprendre comment ça marche, on n'avait pas à se taper toutes les possibles façons de faire des tags, puis de faire des arbres, etc. Puis,
Microsoft s'est tout de suite rendu compte, au début, quand ils ont commencé à pousser Microsoft, à pousser XML, qu'il fallait rendre XML très simple à utiliser. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui utilise XML et ils ne savent même pas. Parce qu'il y a plein de fonctionnalités que tu utilises qui vont serialiser tes objets, désérialiser tes objets. Si tu n'en es même pas rendu compte, tu n'as jamais allé voir le XML que ça a l'air une fois sérialisé. Alors, le but est là, c'est qu'on veut augmenter le niveau d'abstraction pour pas que tu aies à te préoccuper de tes tags XML. Effectivement. Fait qu'ici, WSE, ce qui est Attendez, est-ce que vous êtes en train de dire que les web services utilisent du XML? Non. Juste des fichiers texte. En bas du siècle, ils font du screen scrapping de texte comme on faisait avec des émulateurs 3270. C'est évident que web service égale XML. Ça utilise XML. En dessous de ça utilise XML. Pour beaucoup de monde, ils ont fait des web services, puis ils sont jamais allés voir en arrière le XML, le résultat. Donc, un peu comme quand on utilise .NET, qu'on est capable de faire un service web, puis aisément envoyer un message à un serveur qui nous retourne la réponse. Puis on fait tout ça, c'est implicite, c'est visuel, on n'a pas besoin de se casser la tête. WSE, si je comprends bien, nous fournit aussi, en plus de fournir la librairie, nous fournit des wizards, nous fournit... Exact. Le but ici de WSE, pour Microsoft, c'est de rendre ça aussi simple que de créer des web services. Fait que le but là-dedans, c'est d'avoir comme un API qui vient te donner une série de fonctionnalités qui va travailler au niveau de l'enveloppe, au niveau de SOAP. Ça implique plusieurs choses. Au niveau technique, j'espère que vers la fin de cette émission-là, vous allez avoir une idée de comment est-ce que Microsoft a implémenté WSE avec IIS. Parce que c'est important de le positionner. Parce que quand on fait des web services là, avec Studio, on utilise IIS. C'est implicite. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Il y a d'autres façons de le faire. On peut même se créer son propre listener là, pour consommer les web services. En tout cas, la grande majorité des gens ils vont utiliser IIS comme parce absolument. Ils ne veulent pas reproduire cette infrastructure-là. Absolument. Parce que ça serait beaucoup d'ouvrage. Fait que l'idée là-dedans, c'est que WSE s'installe comme un espèce de add-on, un espèce de plugin, si j'utilise le terme. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'installes, bingo, ça vient de te donner de la fonctionnalité. Ça vient de te donner plusieurs choses, plusieurs trucs. Là, quand tu l'installes, il y a un config à faire. C'est sûr que dans la config, il y a quelques petites choses à setter. Mais, ce qui est intéressant, comme la majorité des produits Microsoft, tu n'as rien à faire. Tu l'installes, tu suis le défaut, puis c'est correct. Pour presque tout le temps. Tu n'as rien à faire comme config ou tu as quelque chose à faire? Tu as une config à faire, sauf que si tu suis le défaut de la config, ça répond à 85%. À 90%. C'est-à-dire que 80% des gens vont être satisfaits avec ce qui est prédéfini. Exact. Parce que ce que tu veux faire pour sécuriser tes web services de base, sans être trop sophistiqué, tu n'as pas vraiment besoin d'aller jouer et de connaître à fond la config. Je suis d'accord avec toi. Le X, c'est par exemple une organisation comme où je suis présentement, où on fait une autorité de certification. Nous, il faut comprendre tout le détail de ça parce que forcément, on veut faire des choses. On tombe dans le 20% qui n'est pas prédéfini par Microsoft. Puis ça, c'est la vie en entreprise. C'est souvent ça. C'est que tu as vraiment besoin d'avoir une expertise et une compétence. Mais pour la majorité des développeurs, juste prendre un défaut de WSE. Oui, ça va faire l'affaire. Puis il faut comprendre aussi que l'informatique, là, s'il fallait tout apprendre tout le temps, on ferait juste apprendre des choses. On ne livrait pas de projet, là. Mais c'est la job de moi et Mario. On apprend tout continuellement. Oui, moi aussi. Non, mais tous les développeurs apprennent continuellement. L'idée, c'est que j'aime penser qu'un développeur est un peu comme un agent secret sous une mission qui a ses informations on a need-to-know basis. Ce qui veut dire que tu as besoin de faire quelque chose, mais là, OK, tu vas aller creuser le sujet, tu vas l'apprendre. Donc, une des choses, entre autres, ce serait de s'assurer que les gens sachent à quoi WSE peut être utile. Donc, c'est quoi les bénéfices de ça. Peut-être que demain matin, ils n'en auront pas de besoin, mais si un jour, ils se disent, là, ça pourrait faire de la communication par service web, on a besoin de sécuriser, il faut que j'aille chercher WSE. Exactement le but de l'émission. Le but derrière notre émission ce soir, c'est qu'à la fin de l'émission, sachez à quoi ça sert, une idée assez globale de comment ça fonctionne, où se passe le beef, ce qui me permet l'anglicisme, puis en même temps, quand ils vont en avoir de besoin, ils vont pouvoir référer. Bon, bien, parlons-en de sécurité. Qu'est-ce que tu peux nous dire que WSE nous offre au niveau de l'authentification?
En partant, WSE va te donner une facilité de transmettre dans l'enveloppe SOAP ton username, ton password. Ce qu'on appelle dans leur jargon le username token. C'est une façon intéressante qui donne la possibilité de transmettre quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement facile à apprendre comment l'utiliser. Attends, tu dis qu'ils vont passer le username password, c'est ça que tu dis? Oui. Ils vont passer le password en clear text? Ce qu'ils trouvent, oui, le fait que tu me parles du clear text, c'est intéressant parce que, ça semble bizarre. Pourquoi on passerait clear text? C'est évident qu'on veut encrypter ce qu'on va passer. Par contre, il y a des situations dans lesquelles tu veux peut-être pas l'encrypter parce que si tu veux parler à Windows Directory, par exemple Active Directory, lui a besoin de recevoir ça en clear text. Bon, on ne t'embrase pas dans les détails, là, on pourrait le passer en clear text, on pourrait l'encrypter, on pourrait comme l'encrypter avant, le désencrypter avant de le passer. Si ton service web passe par Internet, tu vas encrypter. Exact. Mais des fois, par exemple, pour tout ce qui est l'intégration avec le patrimoine, les vieux ordinateurs, ben là, c'est un serveur qui parle à un autre serveur, puis ils sont dans la même salle informatique. Tu ne peux peut-être pas te payer le coût de traitement qui est de décrypter des mots de passe. Des fois, ça vaut pas la peine. Puis, il y a quand même un effort de dire que, bon, parce que là, je vais l'authentifier sur un Active Directory, je vais avoir besoin de passer le username password, pas crypté, bon. Donc là, tu dis, on peut aisément s'authentifier, mais ça veut dire aussi que j'imagine que quand on bâtit notre service web, on peut aussi facilement faire l'autorisation. Donc, l'autre partie de dire, je t'authentifie, toi, puis après ça, voici les droits que je te donne. Donc, j'imagine que tu peux faire ça avec un genre de token manager, là, comme. Oui, parce que tu pourrais décider de t'en faire un, puis il y a beaucoup de scripts disponibles sur Internet. J'imagine qu'il t'en fournissent un par défaut qui fonctionne avec AIS, puis la plateforme Windows. Par exemple, souvent, ce qui est plus commun, c'est que tu ne vas pas t'authentifier nécessairement dans un domaine. Tu vas t'authentifier contre une base de données, avec des usagers custom, là, que tu aurais fait. Fait que, par rapport à ça, c'est extrêmement intéressant, surtout quand tu es sur le web. Là. Parce que généralement, là, tu n'es pas nécessairement en entreprise. On parle d'authentification, l'autorisation, mais une des choses importantes, souvent, c'est quand le message se transmet, on veut le rendre confidentiel. Donc, qu'est-ce que nous fournit WSE à ce niveau-là? Bien, ce qui est le fun de WSE, c'est que ça te donne une façon simple de venir encrypter. À ce moment-là, ce qui est le fun, c'est que sans que tu aies besoin d'être un wizard de ces algorithmes d'encryption, ça fait ça pour toi. Ça fait ça pour toi. Tu n'as pas besoin t'as juste besoin de dire je le veux encrypter, puis bon, pendant que c'est sur le fil, c'est encrypté. Quand ça arrive à l'autre bout, ça s'occupe de le décrypter pour toi. Je veux l'avoir. Est-ce que c'est à ce moment-là juste un tag, un custom attribute que tu mets dans ton code, ou c'est quelque chose que tu dois définir dans ton fichier de configuration? Non, on parle ici d'une certaine définition d'objet. C'est au moment où c'est que tu définis ton objet que tu dis je le veux encrypter ou non. Donc quand tu crées ton instance, c'est un des paramètres, c'est encrypté, pas encrypté. Fait que tu peux, ce serait difficile en radio de tomber dans le détail des lignes de code, là, mais disons que c'est clairement expliqué quand tu utilises WSE comment tu peux décider de le passer encrypté ou non. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas grand-chose à t'occuper. C'est que tu dis là, je vais le vouloir encrypter, puis ça va s'occuper de quand tu vas le recevoir de le décrypter pour toi. L'infrastructure s'occupe de tout. Bon, d'une certaine façon, oui. C'est de même que Microsoft veut l'implanter puis veulent te montrer que c'est facile. Puis en réalité, ça l'est là, jusqu'à un certain point. Puis l'intérêt de ça, parce que avant juste avec le framework, on pouvait avoir l'encryption, mais c'était de l'encryption au niveau du protocole de transport. Exact. Par exemple, avec SSL, qui est la façon la plus connue de pouvoir encrypter l'information au niveau du protocole de transport. Sauf que le problème, c'est quand tu envoies une enveloppe SOAP, ben chacun des ordinateurs en cours de route, lui, pour remonter à la couche applicative, ben là, il voyait le message en clair. Donc, tu n'étais pas vraiment capable d'encrypter point à point. C'est-à-dire, du départ jusqu'à la fin, tu encryptais juste au niveau de la couche de transport. Donc là, avec cette approche-là, c'est vraiment... les intermédiaires ne pourront rien voir. C'est ce qu'on veut, parce que si tu envoies un message Internet entre Montréal puis je sais pas moi, quelqu'un qui était en Australie, ben il va en avoir beaucoup d'intermédiaires parce que tous les serveurs en cours de route vont voir passer le message. Fait que par rapport à ça, c'est relativement simple. OK, si on conclut là, rapidement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne une grande facilité aussi pour la même façon de travailler avec des certificats. Fait que là, on a un outil, c'est comme notre outil là, pour pouvoir dire... Là, donc, au lieu de t'authentifier avec un mot de passe, tout ça, on pourrait le faire avec des certificats exact.
X509, j'imagine? Oui, c'est ça. Le plus commun, c'est X509, mais tu peux décider de travailler avec d'autres... moi, j'ai pas d'autres expériences que X509, mais en réalité, les exemples que tu retrouves lorsque tu vas chercher WSE, c'est surtout avec X509. De toute façon, c'est le standard, donc on ne voit pas pourquoi on irait quelque chose de différent. Ben, ceux qui font le procès contre le standard X509 auraient beaucoup de choses à dire, mais ça va être un autre invité, je crois. Hein? Mais ceci étant dit, pour ceux qui seraient moins familiers avec des certificats, tu sais, quand on voit là, les fournisseurs comme VeriSign ou TOT ou toutes ces organisations, eux, tu peux acheter un certificat là si tu veux pas créer ton propre, émettre toi-même tes certificats, mais il y a une façon aussi de faire ça beaucoup moins dispendieuse. C'est avec un serveur Windows 2003, tu peux facilement émettre un certificat, puis après ça, si tu veux faire juste, par exemple, une application en intranet à l'interne, donc, tu peux avoir un certificat qui va être déployé sur chacun de tes postes clients pour ça. D'ailleurs, dans le doc, là, il t'explique un peu comment utiliser le Snap-in, là, MMC, là, pour pouvoir te dire là, comment faire ça. Fait que dans le doc, ils peuvent te montrer que pour pouvoir faire du développement, généralement, tu vas vouloir en créer un. C'est sûr que si tu es dans une entreprise d'envergure, Hydro-Québec ou nous, le ministère de la Justice, ben, ils ne voulaient pas payer 25 $ ou en tout cas un certain montant de dollars à une organisation qui émet des certificats et qui peut t'assurer ta totale sécurité. Donc, ils se sont dit, on va se créer nous-mêmes notre propre autorité de certification. Mais ça doit être encore plus sécure de même. Oui, ben, entre autres, mon ministère de la Justice, c'est là-dessus que je travaille. Là. C'est une des choses qu'on fait. Mais ceci étant dit, donc là, on peut utiliser les certificats X509, puis ça, c'est vraiment là, la panacée, parce qu'avant de passer à travers un certificat X509, là, tu as fait un de bonheur. Tu vas avoir des nuits blanches devant toi, certains. Par rapport à WSE, est-ce que toi, en l'utilisant là, au jour le jour, est-ce qu'au niveau des outils, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... un trick ou quelque chose que tu voudrais savoir? Mais il y a une affaire qui est bien importante de comprendre, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont utilisé les web services, ils ont créé ça sur leur poste, ils l'ont testé avec qu'est-ce qu'on a de disponible pour le tester. Mais une fois que tu as mis ça en production, là, il y a beaucoup de monde qui ont mis des web services en production qui n'ont jamais vraiment fait de debugging pendant la production. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un web service, souvent, c'est pas exécuté sur le poste que tu l'as développé, c'est sur un serveur plus loin. Là. Puis tu veux être capable de débugger en production, ligne par ligne. Là. Tu veux mettre ton breakpoint là, à un endroit spécifique pour voir ce qui se passe. Quand tu vas le faire... Sur ta machine de pré-production. Par exemple, sur ton pré-production. Fait que ce qui va arriver dans ton cas, c'est quand tu vas le faire, tu vas voir, il va y avoir un point d'interrogation dans ton breakpoint. Ça, c'est parce qu'il faut que tu ailles dans ton debugger, puis il faut que tu fasses un attach sur le process de ta machine là-bas. C'est un bon point que tu dis là. Il y a des gens qui sont peut-être pas familiers avec le fait que le débugger de Visual Studio, il peut débugger du code qui roule sur ta machine, mais tu peux t'attacher à une autre machine puis débugger du code qui roulerait sur une autre machine. C'est essentiel dans un cas d'un web service parce que c'est pratiquement jamais roulé sur la machine. C'est tout le temps sur une machine de production qu'il n'y a rien dessus. D'habitude, généralement, là, c'est sur une machine, la pré-production et la production n'ont même pas Visual Studio d'installer dessus. Fait que comment tu fais pour le débugger sur la machine? Il faut que tu sois remote. Fait que l'utilité de attachment dans le debugger est absolument primordiale dans notre cas. Là. Est-ce que c'est tout que ça prend pour débugger à distance? Ben, je dirais que tu as la possibilité aussi de faire des traces. C'est que tu peux mettre à on une trace puis domper le résultat. Mais là, on parle déjà, on est plus dans... On a déjà plusieurs heures là, de passer dans notre apprentissage. Quand on est rendu à débugger des traces, là, c'est plus loin. Pour avoir assez évité justement de débugger puis de suivre des traces, il y a aussi un autre mécanisme dans WSE qui te fournit des fonctionnalités de base, les plus standards, puis c'est à travers les policies. Oui, ben en fait, les policies, moi je le vois plus comme une autre façon de dire qu'on va utiliser WSE. Puis les policies, ce qui est intéressant, c'est que ça vient avec un wizard que tu peux, sans écrire une ligne de code, venir configurer comment tes policies marchent. En gros, là, grosso modo, conceptuel, là, pour nos auditeurs, une policy pour le web service, là, Byte, là, c'est un fichier XML avec des tags bien spécifiques. Qu'est-ce que tu dois mettre dedans?
s'il y a une série genre, de tags. Je veux l'encryption, je veux l'authentification. Ouais, c'est prédéfini, là. C'est un config file. Mais si toi, tu ouvres ça puis tu essaies de jouer là-dedans, là, puis on sait que les XML, c'est case sensitive, là, c'est facile à briser. D'où pourquoi ils fournissent le Wizard. C'est pour ça que moi, je recommande, là, avant de jouer avec ça, tu utilises le Wizard. Puis si tu as besoin de jouer avec ça toi-même parce que tu veux faire de quoi de dynamique, parce que ça peut arriver que tu as des cas où c'est que tu veux t'adapter d'une situation à l'autre, tu as comme une espèce de routeur dans le milieu, là, tu sais, qui... Ouais. À ce moment-là, il faut vraiment que tu maîtrises bien, il faut que tu aies la doc, puis que tu saches ce que tu fais. Mais, je vais utiliser une de tes expressions, d'entrée de jeu, le Wizard, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va faire un concours, mais on comprendre. demande au monde de calculer combien de fois d'entrée de jeu. Je dis dans une année, celui qui sera le plus proche va gagner un super prix. Mais moi, je les compte à chaque émission, hein, fait que je suis fier de te l'avoir pris. Écoute, est-ce que, par rapport à WSE, quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter? Parce que moi, en tout cas, je trouve que tu as... Oui, moi, je suis loin d'être un expert en WSE. Moi, je dois absolument mon apprentissage à Julia Larman. Parce que, c'est un ami. Julia Lerman, c'est la fille qui dirige le groupe d'utilisateurs du Vermont. Donc Qui est MVP Adam aussi, en VBNet. VBNet, qui est un MVP VBNet, qui est aussi conférencière pour de très grosses conférences, incluant DevTeach. Donc, si jamais il y en a qui viennent à DevTeach, allez la voir. Elle va justement vous donner une session sur ce que je viens de parler. Julia est tellement smart que... quand j'ai dit que je faisais votre émission, elle a dit « Regarde, j'aimerais ça que tu lis mon article que j'ai écrit pour MSDN Magazine. Il n'est pas publié encore. Tu ne peux pas le donner à personne, mais je veux que tu le lis, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. » Fait que, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé la façon qu'elle a écrit. Puis, c'est très intéressant. MSDN Magazine d'avril, il y a un article justement sur WSE, mais qui est... Puis Julia, ce qu'elle écrit, c'est plus une introduction à comprendre c'est quoi la sécurité et les principes de base. Tu parles-tu qu'il est déjà sorti, son article? Oui, il me semble qu'il est live. C'est soit la version de mai ou la version d'avril. OK, c'est parce que j'ai pas regardé dernièrement, là. Moi, j'ai reçu son article début mars, là. Alors... OK. Fait que merci, Julia, là. C'est vraiment bon. Pour terminer, écoute, est-ce que tu aurais... soit un livre, un site web, quelque chose que tu voudrais recommander aux auditeurs? Absolument. Moi, je vais voler une expression d'un autre de tes invités, Étienne Tremblay. Il disait, tu vas sur Google, tu cherches quelque chose, tu vas dans le groupe. Google est le meilleur ami du développeur. Oui, puis là, tu cliques dans l'option groupe, puis tu cherches une question là, sur quelque chose que tu cherches, puis lui, il appelle ça, son expression, c'est des pépites d'or. Ben, dans le même idée, moi, le site que j'ai appris à développer en VB, puis en Fox Pro, en C#, puis en VBNet, c'est sur Universal Thread. Okay. Universal Thread, c'est vraiment un endroit de pépite d'or parce que tu te logs là, tu as un genre de message board, tu poses des questions. Le monde, là, ils te répondent là, en dedans de 10 minutes, en dedans de 15 minutes, tu as ta réponse. Là. La majorité du temps, là, ils te répondent pas. Donc, c'est une communauté qui aide la communauté. Exact. Puis, en général, là, c'est pas du monde qui vont te répondre, là, blablabla, blablabla, blablabla. Non, ils vont dans leur code, font un cut de ce que tu veux faire parce qu'ils l'ont déjà fait, font un paste en ligne. Puis toi, tu lis la réponse, tu as un cut, tu as une paste dans ton code. On parle du monde là, comme Marcus Hager, Rick Straw, Kevin McNish. Donc des auteurs, des conférenciers connus. Oui, du monde très connu. Comme tu vas retrouver Alan Griver, qui est le manager de Visual Studio Data. Tu vas retrouver du monde très, très connu qui se tiennent là régulièrement. Là. OK, donc ça, c'est un site web que tu nous recommandes, oui, Universal Thread. En même temps, le même site web, quand tu viens pour te loguer sur la page principale, ce qui est intéressant, puis moi je vais là tous les jours, c'est qu'il y a un de mes chums, je le connais depuis 10 ans, parce que je suis là depuis 10 ans, il s'appelle Evan Dealey, il est à Vancouver. Lui, là, le matin, là, il commence sa journée, là, il fait 2 heures payées pour surfer le web. Il ramasse toutes les nouvelles qui sont intéressantes, là, qui concernent notre domaine d'intérêt. Puis il met ça, là, il y en a à peu près une vingtaine par jour. Donc, ils font l'agrégation des nouvelles importantes exact, à savoir sur avec un petit paragraphe et un lien sur le site qu'il a publié. Lui, là, il fait ça depuis à peu près 8 ans. Fait qu'il connaît les spots, il sait où ce que c'est. Fait que moi, je vais là, passe 15 minutes, j'ai lu, je suis à jour.
Bingo. Donc, sur la page... Sur la page principale de Universal Thread. Fait que ça, c'est excellent pour quelqu'un dans notre industrie qui veut sauver du temps et être à jour, là. C'est vraiment bon. Donc, un site web que tu recommandes. Un livre, quelque chose... Moi, ce que je recommande, là, c'est Code Magazine. Donc, un magazine. C'est un magazine. Au lieu d'un livre, là, c'est un magazine. Code Magazine, ce qui est intéressant, c'est que c'est un magazine qui a pas beaucoup qui a moins de publicité que les autres, qui est fait par des développeurs, pour des développeurs. Puis, je le reçois, moi, tous les mois. Je suis abonné, mais je le lis pas tous les mois. Je l'ouvre, je lis l'éditorial, je lis les articles, les entêtes des articles. S'il y a de quoi que je suis en train de faire maintenant, je vais lire l'article. Si c'est pas quelque chose que je suis en train de faire, je vais juste me mettre dans le fond de la tête, là. OK, celui-là, il parle de ça, de ça, de ça. Je les ai toutes. Aussitôt que j'ai quelque chose à faire que je sais qui était dans un des Code Magazine, je reviens. C'est une librairie de référence terrible. On parle d'auteurs très, très connus, là. Carl Franklin, il écrit là-dedans. Autant, il y a plein de monde que tu connais là, qui écrit là-dedans. Fait que c'est vraiment une bonne revue, là. Fait que ça, c'est bon. Moi, je vais donner une référence parce sur WSE que j'ai découvert et que je trouve intéressante, c'est WSE FAQ. Donc, c'est un site où est-ce que tu as finalement beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on peut se demander sur WSE. Mais moi, je ne le connaissais pas. Ça, je vais aller le voir, c'est sûr. Puis, c'est un site intéressant. En tout cas, pour ceux qui veulent plonger plus en profondeur là, sur WSE, là, un site que je recommanderais. Les nouvelles du mois. Écoute, Éric, qu'est-ce qui t'a frappé dans l'actualité? Mario, tu devineras jamais qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des remous, des trémors, des tremblements de terre, des séismes durant la fin de semaine. Microsoft ont finalement décidé de livrer la bêta 2 de Visual Studio 2005. Hey Éric, combien de temps ça t'a pris de downloader? Je suis encore en train de terminer présentement. Je devrais, d'ici la fin de l'émission, avoir vraiment mon téléchargement complet. Mais vraiment... Donne-nous une idée de grandeur là, de ce que tu downloads. Présentement, ce que je télécharge est à environ 4 gigs. C'est la version complète de Team System? C'est la version complète, justement, de Visual Studio Team Suite, qui est finalement la version de Team System avec tous les systèmes intégrés. Il faut savoir que cette version-là de Beta 2 est offerte pour les abonnés de MSDN. Puis, comme on a expliqué, nous autres, lundi, au groupe d'utilisateurs, moi, lundi, quand je me suis présenté au groupe d'utilisateurs, écoutez, en fin de semaine, là, j'ai pas eu le temps de commencer à suivre tout ça. Donc, j'étais même pas au courant que le Beta 2 était sorti. Puis là, je voyais tout le monde à côté du laptop de Étienne Tremblay qui regardait. Qu'est-ce qui se passe là? Un Beta 2. Ah bon, le Beta 2 est finalement sorti. Mais j'étais même pas au courant. C'est pour dire, hein? C'est pour dire, mais voilà, c'est la grande nouvelle. Alors, probablement, d'ici les prochains jours, on va avoir plus de nouvelles parce que les gens vont commencer à l'installer sur leur poste, à travailler un peu avec et voir qu'est-ce qui se passe. Il faut s'attendre pour le commun des mortels qui n'aura peut-être pas l'accès à MSDN, que quelque part dans le mois de mai, Microsoft va fournir des DVD avec les versions. Mais d'ailleurs, justement, pour les gens qui sont un peu trop impatients, ils peuvent justement commander une version de DVD à partir de 9,95 $. C'est ça, seulement les prix de transport là, qui devront être payés. Jean-René, y a-tu une nouvelle, toi, que tu aimerais partager avec nous? Quelque chose qui... Oui, moi, j'ai entendu dire que TechEd est sold out. Donc, sold out. Le pire, c'est qu'il est sold out avant la fin du Early Bird. C'est pour ça que je vois ton grand sourire, parce que toi, tu dis, t'inquiète, c'est la grosse conférence qu'il y a en même temps que DevTeach au mois de juin. Donc, c'est sold out, donc tout le monde va aller à DevTeach. Ben, l'alternative qui est déjà à moitié prix du prix régulier de TechEd, c'est DevTeach. Puis de toute façon, je veux dire, nous autres ici, peut-être qu'on va devenir sold out. OK. Donc, dépêchez-vous, là, hein? Moi, j'ai une nouvelle qui m'a accroché. C'est Microsoft qui a annoncé qu'il était pour mettre en place un programme de certification pour les architectes. De par mon intérêt personnel pour l'architecture, ça m'a frappé. Puis, ce qui est intéressant pour ceux qui sont un peu familiers avec les certifications, comment ça fonctionne aujourd'hui, les certifications, c'est que tu passes d'examen. Ce programme-là ne sera pas du tout des examens. C'est vraiment un programme où est-ce que ça va coûter de l'argent parce que tu vas devoir avoir un parrain. Puis à la fin, pour vraiment dire si oui ou non tu es accepté comme étant certifié architecte, ça va être avec un comité. Donc un peu comme quand tu as
Tu passes avec une évaluation pour avoir un PhD. Donc, on parle de quelque chose qui va être quand même assez d'envergure. Donc, j'ai l'impression que ça ne s'adressera pas, en tout cas, ça va s'adresser, surtout si on parle de quelques milliers de dollars juste pour les coûts, à plus la communauté entreprise que développeur là, qui vient de finir je sais pas moi, le cégep ou l'université, puis qui se dit « je vais me chercher une certification d'architecte ». C'est évident là, qu'il n'ira pas chercher cette certification-là parce qu'il va falloir probablement avoir plusieurs années d'expérience derrière la cravate. Là. Ouais. Hein. Je me demande s'il va pas y avoir des bribes. Je ne saurais pas dire. En tout cas, ça m'a frappé, puis c'est sûr que c'est pas pour demain. Il n'y a pas de date annoncée, mais je suis probablement... Moi, ma grande question... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, à mon avis. Tu penses aller te chercher cette certification-là? C'est sûr que... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui va m'intéresser, là, forcément, parce que le métier que je fais. On verra. On verra. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles, d'autres choses? Oui. Mon téléchargement vient juste de terminer. Je vais pouvoir finalement installer. Ça va prendre un autre demi-heure, je crois. Une demi-heure seulement? Écoute, Jean-René, on te remercie. C'est bien intéressant. Puis, je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu voulais dire à nos auditeurs avant de... Ben, moi, la chose que je peux dire aux auditeurs, c'est que si je suis capable d'utiliser WSE, n'importe qui est capable. Ton critère, c'est si moi je suis capable. Si moi je suis capable. Puis ça a toujours été, puis c'est la raison pourquoi que je m'occupe des user groups, c'est pour montrer justement que on a tous de quoi apprendre, puis il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas. L'important, c'est d'avoir le guts de dire je vais aller l'apprendre. Je vais me mettre le temps pour l'apprendre. Moi, Jean-René, il y a quelque chose que je vais annoncer à nos auditeurs. Tu sais que, tu t'occupes de la conférence d'FT, donc ça, c'est au mois de juin. Oui, il le sait, je pense. Oui, hein? Et ce qu'on voudrait faire, Eric puis moi, c'est faire une émission spéciale, blabla.net, sur l'émission d'FT, sur la conférence d'FT au mois de juin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se promener avec notre micro, on va aller interroger des conférenciers, interroger le public, donc les gens, pour leur demander qu'est-ce qui les a frappés ou qu'est-ce qu'ils ont trouvé intéressant. On va tout synthétiser ça dans une émission qu'on va appeler spéciale DevTeach. Ben, je pense que ça va être super le fun. Mais ce qui sera encore plus intéressant, c'est que c'est sûr que nous, on a des idées, on pourrait aller demander telle personne, mais on va demander à notre auditoire de nous envoyer par email des questions, parce que, regardez, on peut les voir facilement, les conférenciers. The best, c'est d'aller sur la page des conférenciers, sur DevTeach, puis de choisir les questions que tu veux poser. Ben, c'est ça. Envoyez-nous les questions, parce que ça peut être votre chance de dire, regarde, Ted Newwood est là, c'est un super architecte qui a écrit 3-4 livres, puis moi, là, j'aurais voulu demander à cette personne-là, envoyez-moi un email, dites-moi, j'aimerais ça, que tu lui demandes ça. C'est sûr, je vais aller le bugger pour l'achaler, dire, hey Ted, je veux te parler, je veux te poser des questions pour notre auditoire. Puis c'est vrai pour n'importe quel des speakers. Si c'est pas un speaker, ça peut être juste une question en l'air en disant, moi, il me semble que ce serait intéressant de voir ça. On va essayer aussi à travers notre reportage de donner un peu le feeling de comment c'était DevTeach, le fun que le monde, que les gens qui participent à ça ont. Puis, mais aidez-nous, envoyez-nous par email vos demandes. Pour ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent aussi aller voir la liste des sessions, puis ça va leur donner des idées sur les questions qu'ils veulent poser. Là. Parce qu'il y a au-dessus de 132 sessions, il y a sûrement des sujets. Là. Puis, pour terminer, la meilleure façon aussi d'avoir plus que juste des questions, inscrivez-vous à DevTeach. Venez avec nous participer, avoir du plaisir. Oui, allez lire là, comment convaincre votre boss. Là. Puis, la meilleure affaire, là, c'est de convaincre votre boss de vous laisser y aller. Là. Ça va vraiment être quelque chose qui vaut vraiment la peine pour vous. Là. Bon, encore une fois, merci Jean-René. Bonne émission. Merci Mario, Eric. Merci Jean-René. Ce fut très intéressant de vous parler de l'habitude. À la prochaine émission, c'est bientôt, 2 semaines, le 2 mai. On va parler de Software Factories avec quelqu'un qui, à Montréal, est vraiment fortement impliqué dans toute cette nouvelle approche de développement-là. Donc, manquez pas cette émission-là, peut-être bien intéressant. Ah ouais, ça va être bon, ça. Au plaisir, bye-bye. Bye. Mad dogs,